tous et à toutes. Alors pour que vous n'en alliez pas dans une autre session quand vous allez commencer à entendre parler de quantique, je vous promets d'ici la fin de l'exposé de faire flotter, de faire léviter la matière grâce à la physique quantique. Voilà, c'est mon teaser pour essayer de vous tenir le temps de la session. Je vais donc vous parler de physique quantique dans cette session, à la fois du côté fondamental et du côté des applications. Alors c'est vrai que quand on entend parler de physique quantique, ça remue un certain nombre de sentiments. Alors en plus, selon votre passé en physique, et notamment au lycée, il y en a à qui ça fout la trouille, il y en a que ça fascine, il y en a qui fantasment dessus. Et elle a une place un peu à part, cette physique quantique, dans le monde des sciences. Même, je me suis amusé à aller revoir des couvertures dans les journaux. Il y a des trucs absolument incroyables. Alors là, on pense tous quantique, visiblement. Encore mieux, la vie serait quantique. Donc on est au conditionnel. La physique quantique rend-elle fou? Donc là, c'est peut-être vous ou moi dans une bulle, isolée du reste du monde, qui pense à sa physique quantique. Donc vous voyez qu'on va volontiers jouer sur des espèces d'ambiguïté et de fantasmes, sur ce côté que la physique quantique est incompréhensible. On adore dire ça à tous les gens, c'est pas vrai, elle est parfaitement comprise par les physiciens depuis presque 100 ans, et elle sert à plein de choses au quotidien. Alors malheureusement, il y a des gens qui utilisent la physique quantique pour l'emmener ailleurs, et il y a plein de spécialistes de ça dans le monde des pseudosciences. Alors, par exemple, on entend souvent parler de médecine quantique ou de thérapie quantique. Et en gros, tout le jeu, c'est un vieux truc, c'est de prendre tout un vocabulaire scientifique qui va avoir l'air un peu mystérieux pour le grand public, puis de manier ça et puis de vous le rebalancer. Donc, c'est des résonances énergétiques à base de biofeedback, etc. etc. Bon, derrière, en général, on essaye de vous vendre un casque ou un truc de ce genre qui vaut 800 ou 900 € sur Amazon et qui va, grâce à la physique quantique, vous dire si vous allez bien ou pas. Donc, il y a l'idée de vous soigner grâce à la physique quantique. Donc, méfiez-vous un peu de ça. Là, le jeu, c'est juste de jouer sur le fait que la physique quantique est mystérieuse, donc de parier sur le fait que vous y comprendrez vous-même peut-être pas grand-chose, et puis de dire, bon, vous voyez, les physiciens, ils comprennent pas bien, donc c'est mystérieux, donc ça permet d'expliquer d'autres mystères. Donc là, on se fait clairement avoir dans ce raisonnement. Je crois que ce qu'il y a d'important, c'est de distinguer le champ des croyances, le champ de la science, et de ne pas faire dire à la science qu'elle n'est pas capable de dire. En l'occurrence, la physique quantique n'a pas grand-chose à dire sur, par exemple, la conscience humaine. Par contre, elle a tout à dire sur les atomes et les molécules. Donc voilà, quand on entend tout ça, on se dit, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de se prendre la tête à essayer de comprendre la physique quantique, comme vous le faites courageusement en vous asseyant avec moi aujourd'hui? Alors les motivations, je pense qu'il y en a de deux ordres. Le premier, c'est que la physique quantique permet fondamentalement de comprendre ce qu'il y a autour de nous. Elle permet par exemple de comprendre pourquoi ma main ne traverse pas cette table. Ça, c'est vraiment de la physique quantique, parce que les atomes, en gros, c'est essentiellement vide, et donc ça devrait traverser. Je vous laisse réfléchir à pourquoi la main ne traverse pas la table. Ça permet de comprendre la couleur des objets. Pourquoi mon pantalon a cette couleur un peu improbable? C'est uniquement dû à la physique quantique. Ça permet de comprendre pourquoi certains matériaux sont magnétiques et d'autres pas. Jusqu'à la physique quantique, on ne comprenait pas. On constatait seulement qu'il y avait des trucs qui collaient au frigo et pas d'autres. Ça permet de comprendre pourquoi certains matériaux sont métalliques et d'autres isolants. Donc c'est un outil absolument remarquable pour comprendre le monde qui nous entoure. Mais pas seulement. Et c'est ça qui est absolument incroyable avec la physique quantique, c'est qu'elle permet aussi d'inventer. Avec la physique quantique, on va inventer. Une fois qu'on a compris les atomes, les électrons, les photons, on peut inventer. Donc à quoi sert la quantique? Par exemple, à inventer les LED. C'est les physiciens de la quantique qui ont inventé les LED qui éclairent maintenant une bonne partie de l'humanité. Ils ont d'ailleurs eu un prix Nobel pour ça, pour la LED bleue. C'est les physiciens de la quantique qui ont inventé le laser et toutes ses applications. Et puis c'est les physiciens de la quantique, alors ils n'ont pas inventé le smartphone, non, là j'exagère un peu, ils ont inventé tout ce qu'il y a dans le smartphone. Toute l'électronique moderne repose sur des microprocesseurs, de l'électronique, des transistors. Et ces transistors ont été inventés par des physiciens de la quantique, fin des années 40. Donc la physique quantique, elle est au cœur de la plupart des technologies qui nous entourent et probablement d'un certain nombre de technologies futures. Et donc l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est de vous expliquer quand même ce que c'est que cette physique quantique, essayer de faire léviter des trucs, parce que je suis quand même là pour ça. Et puis ça me permettra de discuter un peu de technologie, par exemple l'hyperloop. L'hyperloop qui pourrait se baser sur la lévitation quantique. Est-ce que ça a du sens ou pas économiquement, par exemple? Discuter aussi des ordinateurs quantiques. Plein de gens disent que les ordinateurs quantiques, c'est le futur vraiment de l'électronique et des ordinateurs. Et notamment, grâce à la physique quantique, vous montrer ce que ça pourra faire et peut-être ce que ça ne pourra pas faire, et essayer de vous donner mon opinion là-dessus. Et puis voilà, et puis à la fin, on essaiera de rêver un peu du futur quantique tel que je l'imagine moi. Donc c'est parti, et on commence avec la physique quantique pure et dure. Donc là, je suis à la dure, voilà. Ouais. Je me suis dit qu'il fallait que je me distingue des autres talks, donc là, je suis à peu près sûr de moi. Cet objet-là est au cœur de toute la physique quantique, c'est une fonction d'onde quantique. Donc on va essayer de comprendre ça ensemble, et une fois qu'on aura compris ça, on soufflera et on sera content. N'importe quel objet en physique quantique est caractérisé par cette lettre grecque psi, cette fonction d'onde. Alors moi, par exemple, on pourrait écrire ma fonction d'onde, ça n'aurait absolument aucun intérêt, parce qu'à la fin, elle ne serait pas du tout quantique. Mais si on prend un objet relativement petit, par exemple un électron ou un atome, une molécule, on peut écrire sa fonction d'onde, on sait le faire.
Donc, croyez-moi sur parole, on sait l'écrire. Et maintenant, je vais essayer de vous décrire ce que c'est que cette fonction d'onde. Donc, imaginez que vous ayez un électron, là, et qu'on essaye de voir ce qu'est sa fonction d'onde. Alors, si on était capable de la voir avec des lunettes magiques, hein, on va essayer d'imaginer. Alors, je ne sais pas bien ce que vous verriez. Vous verriez une espèce de nuage un peu improbable, comme ça. Voilà, ça flotte. Ce n'est pas juste que l'électron va trop vite pour que vous arriviez à le suivre, c'est vraiment qu'il est, et c'est ça le mot important, hein, en probabilité dans toute cette zone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction d'onde, c'est une sorte de carte des possibles. Voilà, vous avez la carte, vous êtes électron, et elle vous dit où vous avez des chances d'être ou de ne pas être. D'accord? Donc elle vous dit ça, et vous, électron, vous attendez qu'on vous mesure. Donc tant qu'on ne vous mesure pas, vous êtes vraiment à tous ces endroits à la fois en probabilité. Vous n'êtes pas juste à l'un ou à l'autre, vous êtes partout à la fois. Et dès qu'on vous mesure, vous vous réduisez en un point, et vous avez l'air d'une particule. Et donc évidemment, tout physicien qui mesure un électron dit bah non, ce n'est pas une onde, parce que moi je vois un point. Et c'est un peu vicieux, vous voyez, c'est dès que vous tournez le dos et que vous la mesurez plus que ça redevient une fonction d'onde quantique. Et cette fonction d'onde, elle vous dit les chances qu'a l'électron d'être à un endroit ou à un autre. Imaginez, je ne sais pas, une fonction d'onde avec deux bosses, comme ça, vous les voyez les deux bosses? Eh bien, si je mesure, il y a de bonnes chances qu'elle se retrouve ici, ma particule, ou ici, mais jamais là. La fonction d'onde me dit la chance que j'ai de trouver une particule à un endroit ou à un autre. Donc là, le bon réflexe, normalement, de tout étudiant, vu qu'on a dit que vous alliez redevenir étudiant, c'est de me dire, ouais, mais comment vous savez? Si à chaque fois que vous mesurez, ça se réduit en un point, comment vous êtes sûr qu'il y avait une fonction d'onde quand vous ne regardiez pas? Donc là, il faut me croire sur parole. Les physiciens sont astucieux. Si j'ai un peu le temps, ou pour les questions, je pourrais vous expliquer comment. L'astuce, en gros, c'est de faire subir à la fonction d'onde quantique un truc typique des ondes, en la laissant tranquille, et puis après seulement de la mesurer et de voir si le côté ondulatoire se manifeste. Donc un exemple de truc de physicien, c'est de la faire passer à travers deux trous. Si c'est une particule, elle passe dans un trou ou dans l'autre. Si c'est une onde, elle passe à travers les deux, ils ressortent, les ondes commencent à se superposer, parfois elles s'ajoutent, parfois elles se soustraient, et à la fin, si vous regardez sur un écran, vous aurez une image très caractéristique de ça, on appelle ça des interférences. En gros, à certains endroits, l'électron a le droit d'être, à d'autres endroits, il n'a pas le droit d'être, et ça va s'alterner. Et ça ne peut avoir lieu que si l'onde est passée à travers les deux trous à la fois. Et ça, on le mesure très bien. Ce que ça veut dire, c'est que vraiment, l'électron n'a pas choisi un trou plutôt que l'autre, il était possiblement dans ces deux trajets, et puis à la fin, il se réduit quand vous le mesurez. Alors ça pose aussi la question de mais qu'est-ce que ça veut dire quand on le mesure? Il y avait des tas de trucs sur c'est la conscience humaine qui projette. Non, ça a été bien compris maintenant en physique, notamment par Serge Haroche, un prix Nobel français, qui a compris que ce qui se passe quand on mesure, en gros, c'est qu'on fait interagir notre petit électron avec un gros objet de mesure, composé de plein d'atomes, ou de plein de lumière, hein, ou de plein d'air. Et ça oblige l'électron à interagir avec plein d'atomes à la fois, et ça bousille son côté quantique, et paf, il se réduit. D'accord? Enfin, vous n'avez pas le choix, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça, c'est une fonction d'onde quantique. Une fois qu'on a compris ça, on peut faire à peu près toute la physique quantique. Je vous donne un exemple. On peut prévoir l'effet tunnel. Une barrière, j'envoie cette fonction d'onde, mais vu que ce n'est pas une particule, mais une fonction d'onde, elle rebondit. Mais si le mur est très fin, elle peut passer à travers et hop, vous la retrouvez de l'autre côté. Effet tunnel. C'est ça qui fait toutes les clés USB et toutes les mémoires flash. Donc on n'est pas dans un monde abstrait de laboratoire. Principe d'incertitude, effet tunnel, superposition d'états. On peut engendrer toute la physique quantique à partir de cette idée-là. D'accord? Et la seule question que je vais essayer de résoudre aujourd'hui, parce que ça me ferait un exposé à chaque fois, donc faites-moi revenir d'autres fois pour que je vous parle d'effet tunnel ou autre, la seule question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut voir une fonction d'onde quantique à l'œil nu? Et la réponse, c'est non. Et voilà, on a fini la session. On ne peut pas la voir à l'œil nu. Déjà, pour deux raisons. La première, je vous l'ai dit, c'est que quand on mesure, ça se réduit. Mais la deuxième raison, qui est bien plus simple, c'est que de toute façon, c'est invisible. Parce que la physique quantique, ce sont les lois de la nature à petite échelle. Ça marche très bien pour un atome, pour un électron, pour un photon, pour un noyau, pour une molécule. Dès que c'est trop gros, en général, ça s'arrête. Alors ça ne s'arrête pas parce qu'il y a une sorte de limite théorique. Normalement, je pourrais avoir une table quantique, en théorie. Ça s'arrête parce qu'une table, soudain, ça interagit avec plein d'autres trucs, donc ça s'arrête d'être quantique. Alors on a su fabriquer des objets quantiques un peu plus gros, mais pas très gros. Par exemple, vous vous souvenez de l'expérience des deux trous là dont je vous ai parlé? On sait envoyer une molécule de 60 atomes de carbone dessus et qu'elle passe à travers les deux trous à la fois. Voilà, quand même la classe, un gros machin. Mais beaucoup plus que 60 atomes de carbone, on ne sait pas encore faire. Donc peut-on voir psi à l'œil nu? Non, parce qu'on n'a pas des microscopes, nos yeux ne sont pas assez fins pour voir un truc tout petit, et puis à cause de toutes les raisons que je vous ai évoquées aussi. Et on va quand même essayer, parce qu'il y a un seul cas où on peut peut-être avoir une chance de voir la fonction d'onde quantique, ou presque, à l'œil nu. Ce cas-là, il est imaginé par Einstein, le grand Einstein. Parfois on dit qu'Einstein c'est l'ennemi de la quantique, c'est le type qui a fondé la quantique, donc quand même, en même temps à peu près qu'il a fondé la théorie de la relativité. Et il a eu une idée assez géniale, on est dans les années 20, il avait travaillé à partir d'une idée d'un Indien qui s'appelait Bose, et son idée à lui, Einstein, il se rend compte dans un calcul d'un truc étrange que je vais vous décrire maintenant. Il prend un gaz
Et il essaie de voir ce qui arrive à un gaz quand on le refroidit. Alors un gaz, c'est quoi? C'est des atomes qui bougent, vous les voyez, les atomes. Puis nous, physiciens, on aime bien regarder les énergies, donc ils ont plein d'énergie parce que ça bouge dans tous les sens, donc il y a plein de points sur les échelles d'énergie. Et puis on va refroidir ce gaz, et c'est ce que fait Einstein dans son calcul. Et quand vous refroidissez le gaz, deux choses apparaissent. Vous voyez que les énergies descendent, ils se calment, et en même temps, vous avez vu, ils poussent des petites vagues. Le côté quantique des atomes ressort. D'accord? Plus on refroidit, plus les atomes sont quantiques, en quelque sorte, et ça devient des grosses vagues maintenant. Mais ça, on le savait déjà. Mais ce que montre Einstein dans son calcul, c'est ce qui va arriver maintenant. Un truc absolument incroyable qui va se produire à très très basse température. Regardez bien, ça va arriver bientôt. Là, les atomes sont en train de commencer à se superposer les uns les autres, leurs ondes. Et là, à peu près maintenant, regardez. Oh non. Ah oui. Vous avez vu ce qui s'est passé? Alors, ce n'est pas que tous les atomes se sont mis au même endroit. Ils continuent à être là les uns à côté des autres. Mais soudain, le haut de la vague d'un atome se met toujours avec le haut de celui d'à côté, le bas avec le bas. Ils se mettent en cohérence. Et ils arrivent comme ça à faire une onde quantique géante. Einstein montre dans son calcul qu'il serait possible d'avoir une fonction d'onde quantique géante. Alors pour ça, il faut quelques ingrédients. Premier ingrédient, croyez-moi sur parole, il faut des bosons. Donc dans l'univers, il y a des fermions et des bosons, il faut des bosons. Donc choisissez les bons atomes au départ et tout ira bien. Par exemple, du rubidium, c'est un boson, pas de problème. D'accord? Le cuivre, non, pas boson, pas bon. Voilà, vous choisissez. Alors deuxième contrainte, il vous faut un gaz ou un liquide parce qu'il faut que les trucs bougent. Si c'est un solide, tout est figé. Même si les atomes vibrent sur place, ils ne peuvent plus explorer tous les possibles, donc ça ne marchera pas. Et troisième contrainte du froid, et là, Einstein dit, mon calcul me dit que c'est 1/1000e de degré du zéro absolu. Donc, ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais parce qu'à 1/1000e de degré du zéro absolu, on sait atteindre ces températures-là, mais le problème, c'est qu'à cette température-là, la matière, elle gèle. Et vu que la matière, elle gèle, elle devient solide, et donc il n'y a aucune chance. Et donc Einstein finit son article en disant, bon, ça ne sert à rien, mais c'était quand même classe, quoi. Enfin, il le dit mieux. Il le dit mieux. Mais il a une phrase comme ça qui est assez élégante. Il se trouve que depuis, on a réussi à faire ce programme-là dans 3 cas. Premier cas, on a réussi à le faire dans un gaz. C'est-à-dire qu'on s'est débrouillé pour qu'un gaz ne gèle pas. Alors pour ça, l'astuce, c'est que vous séparez les atomes et vous les refroidissez avec des lasers. Voilà. Et ça marche. Mais ce n'est pas très intéressant. Les deux cas que je trouve vraiment marrants, c'est dans un liquide et dans un solide. Alors liquide, je vous ai dit, un liquide, normalement, ça gèle, donc ça ne marche pas. Sauf que là, on a un coup de chance. La nature nous a offert l'hélium liquide. L'hélium ne gèle jamais à pression ambiante. Vous pouvez le refroidir autant que vous voulez, il ne gèle pas. C'est ça qui fait la joie des cryogénistes. On est capable, dans des laboratoires comme le mien, de descendre à 1/1000e de degré du zéro absolu parce qu'on utilise de l'hélium qu'on refroidit, en gros. Et puis on plonge nos machins dedans. Donc l'hélium ne refroidit pas. Et alors, deuxième coup de chance, il se trouve que c'est des bosons, les atomes d'hélium. Le monde est bien fait. Donc voilà ce qui se passe. Si vous prenez de l'hélium, vous le rendez liquide. Alors déjà, il est liquide froid. À 4 degrés du zéro absolu, on est vers moins 269 degrés. Puis vous continuez à le refroidir en espérant que Einstein a raison et regardez ce que vous allez voir si vous faites ça. Alors il ne faut pas le faire vous-même, c'est super froid. Donc là c'est un verre transparent, mais le fond du verre c'est une céramique, comme un mug. Il y a de l'hélium liquide dedans et regardez bien maintenant. On arrive à 2,2 degrés du zéro absolu et regardez ce qui se passe là en dessous. Ça fuit. Vous le voyez fuir? À 2,2 degrés du zéro absolu, l'hélium devient un condensat, une fonction d'onde quantique géante. Et cette fonction d'onde quantique géante ne frotte plus à rien. Elle n'est plus visqueuse. Vous savez, le miel, c'est bien visqueux, l'eau, c'est moins visqueux. L'hélium superfluide n'est pas visqueux. Ça veut dire qu'il passe entre les atomes. Il est capable de fuir à travers le fond de la céramique. Alors après, on se dit, oh là là, comment on va faire des expériences là-dessus? Ça va être galère. Non, il suffit de mettre du verre, parce que le verre, les atomes sont n'importe comment, donc il ne peut pas se glisser. Et alors, si vous faites ça, c'est pire. L'hélium, il s'échappe en remontant les parois par capillarité. Donc l'hélium superfluide, c'est une manifestation à l'œil nu d'un effet de physique quantique absolument spectaculaire qui sert en gros à rien, mais c'est tellement beau que voilà. Non, attendez pour applaudir. Vous allez voir le deuxième cas qui, lui, est encore plus classe. C'est dans de l'aluminium, dans un métal. Donc j'ai pris un rouleau d'alu. Alors un métal impossible, c'est solide. Mais n'oubliez pas qu'un métal, ce sont aussi des électrons qui peuvent se balader librement. C'est eux qui font la conduction électrique, le courant électrique. Et donc on va s'intéresser maintenant, vous voyez, non plus aux atomes, mais aux électrons et aux liquides formés par les électrons. Et il se trouve que pour le coup, dans n'importe quel métal, les électrons restent liquides, ils bougent, jusqu'au zéro absolu. Donc même jeu, on prend un métal, on le refroidit, on regarde ce qui se passe. Et voilà l'expérience, là je ne vous épargne pas. Je me dis, allez, il faut mettre une vraie courbe. C'est une courbe incroyable celle-là. Si vous prenez à peu près, par exemple, de l'aluminium, vous allez obtenir ce genre de courbe. Donc là, ce qu'on a juste fait, c'est qu'on a mesuré la résistance d'un bout de métal en fonction de la température. Donc si on est très en haut, ça résiste beaucoup, très en bas, ça résiste peu. D'accord? Et vous avez vu, il se passe un truc hallucinant ici, vers 5-6 degrés du zéro absolu. Donc ce n'est pas des Celsius, c'est des Kelvin, donc il fait moins 270 degrés là à peu près. Et soudain, le truc se casse la gueule et tombe à 0.
Et quand je dis zéro, c'est vraiment zéro. Hein. Zéro. Ça, c'est impossible. C'est absolument impossible pour un physicien. D'ailleurs, la première fois que les physiciens ont mesuré ça, en 1911, ils se sont tout de suite dit que ce n'était pas possible, qu'ils avaient un court-circuit, ils ont testé, refroidi, réchauffé, et c'était reproductible. Puis ils ont testé dans d'autres métaux et ça marchait. Pas dans tous les métaux, mais dans une bonne partie des métaux. Pourquoi c'est impossible? Parce que si vous avez ça, vous pouvez imaginer cette expérience-là. Vous prenez un de ces matériaux-là, qui a l'air bizarre, vous le mettez en anneau et vous mettez une pile. Donc ça fait passer du courant dedans, ça chauffe, ça, voilà. Puis vous le rendez en dessous de cette température magique où il conduit parfaitement. Ben, si c'est vrai, quand vous enlevez la pile, le courant va continuer de circuler jusqu'à la fin des temps. S'il n'y a plus de résistance électrique, un peu comme il n'y avait plus de viscosité pour l'hélium, si maintenant il n'y a plus de résistance électrique dans un métal, qu'il conduit parfaitement, qu'il superconduit, ça veut dire que vous avez inventé un courant perpétuel. D'accord? Alors ça, c'est un vieux fantasme. Est-ce qu'on peut faire du mouvement perpétuel? Ben, la réponse, c'est oui, avec la physique quantique. Alors attention, ne transposez pas, il y a des gens qui disent « Ah, c'est génial, ça va alimenter en énergie le monde entier jusqu'à la fin des temps. » Non, non. Ça conserve parfaitement l'énergie, mais ça n'en produit pas. D'accord? Donc on ne viole pas les principes de la thermodynamique. D'accord? On a juste enlevé toute source d'échauffement ou de dissipation. Donc ça, c'est un effet absolument prodigieux, ça s'appelle la supraconductivité. Ça a lieu dans presque la moitié des éléments du tableau périodique, et ça a lieu dans plein d'alliages et plein de matériaux, mais seulement à très basse température. Là, je peux presque dire que je vois une fonction d'onde quantique à l'œil nu, quand je vois une résistance nulle. Alors vous allez me dire, non, on ne voit rien du tout, on voit un truc de physicien, mais quand même, la résistance nulle, je ne peux l'expliquer que si tous mes électrons se sont mis ensemble, on fait une sorte de, je sais pas, de tsunami supraconducteur, hein, vous l'imaginez, et qu'il avance et qu'il ne frotte plus à rien, que plus rien ne lui résiste. Mais il y a une autre façon de le voir, qui est encore plus prodigieuse, c'est de mettre un champ magnétique. Donc là, on va faire une petite expérience en direct, je vous l'avais promise. Il y en aura d'autres à la fin aussi, donc il faut vraiment rester jusqu'au bout. Alors, en voilà un supraconducteur, pastille noire, hyper décevante, une céramique. Et on va le refroidir. Donc on a amené de l'azote liquide avec nous. Donc là, les gens qui ont la caméra en régie commencent à flipper. Donc là, ce liquide, l'azote liquide, hein, c'est un liquide à moins 200 degrés. Donc il a l'air chaud parce qu'il bout, en fait il est très froid. Il bout parce que la pièce est trop chaude pour lui. D'accord? Et donc on va refroidir cette pastille avec de l'azote liquide. Donc ce que je fais, c'est que je remplis, vous voyez, ouais, on ne voit rien du tout. Bon, vous ne voyez rien, mais voilà, c'est un peu concert de rock. Ça va se calmer, hein. Enfin, peut-être. Ouais, on n'a pas fait de répétition avant, c'est peut-être une erreur. En attendant, je joue la montre. Donc l'azote liquide, c'est un liquide prodigieux, moi que j'adore. Alors notamment parce qu'il a des propriétés qui n'ont rien à voir avec la quantique, mais qui sont la caléfaction. Vous savez, quand vous lâchez une goutte d'eau dans une poêle bien chaude, elle lévite parce qu'elle flotte sur sa vapeur. Ben là, c'est pareil, regardez. Si je mets ma main, moins 200 degrés, ma main n'est pas mouillée. Heureusement, parce que si elle était mouillée, elle casserait, en gros. Parce que ma main s'enrobe d'une vapeur d'azote. Vous voyez, elle ne peut pas rentrer dedans. Enfin, si elle peut rentrer dedans, il ne faut pas que je laisse trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, ce truc s'arrête, et là, c'est mauvais pour moi. Ah, ça s'est calmé, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal, là. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est juste pour, en attendant que la pastille refroidisse à moins 200 degrés. Et donc, ce que je vais faire sur cette pastille supraconductrice, je pourrais mesurer son courant électrique, je trouverai que la résistance est nulle. Hein, ça se fait, croyez-moi sur parole. Et ce que je vais plutôt faire là, c'est regarder l'effet d'un champ magnétique. Alors, souvenez-vous que là, en ce moment, dans cette pastille, sous nos yeux, circule une fonction d'onde quantique géante. Elle est là, ma vague quantique. Je ne la vois pas, mais elle est là. Et ce que je vais faire, c'est approcher un aimant. Un aimant, ça crée un champ magnétique. Donc la question, c'est qu'est-ce que ça fait un champ magnétique sur une onde quantique géante? Alors vous calculez, équation de Schrödinger et tout et tout. Et vous voyez qu'en gros, ça casse l'onde quantique géante. Donc ça casse la supraconductivité. Donc c'est une catastrophe absolue. Et donc on va essayer de voir ce qui se passe dans ces cas-là. Donc je vais essayer de casser en direct une fonction d'onde quantique géante devant vos yeux. Et ça ne marche pas du tout, parce qu'il n'est pas assez refroidi, le truc. Hein. Ouais, c'est un cauchemar, là. Ah, ça y est, ça commence à refroidir. Alors, je le vois, moi, parce que je vois que ma... Vous ne voyez rien du tout. Moi, je vois que ma pastille bout moins. Donc, elle fait moins s'évaporer l'azote. Donc, ça veut dire que ça y est, elle est à moins 200 degrés. Ça y est, ça s'est calmé, tout va bien. Et j'approche mon aimant. Vous le voyez, l'aimant, il est là. Et regardez bien ce qui se passe. Démonstration. Bon, vous applaudissez les phénomènes naturels et j'en suis heureux. Ce qui est absolument remarquable, ce n'est pas la lévitation. Alors évidemment, quand on va dire « waouh, ça lévite », il y a deux trucs absolument remarquables. Le premier truc, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de la lévitation? L'onde se défend. Et elle a trouvé une façon vraiment astucieuse de se défendre, c'est de faire ça. L'onde se met à tourbillonner, vous ne la voyez pas, mais elle tourbillonne. Et en tourbillonnant, qu'est-ce qu'elle fait? C'est des électrons qui tourbillonnent, et ça fait un champ magnétique. C'est un électroaimant.
Et donc elle tourbillonne pour repousser l'aimant. Elle fait une sorte d'anti-champ, vous voyez, un champ poussant dans l'autre sens qui repousse l'aimant. Donc elle ne se laisse pas toucher par l'aimant. Donc là, je peux dire que j'ai une manifestation à l'œil nu de la physique quantique en direct. Mais c'est même bien plus beau que ça, parce que si c'était juste de la lévitation, on se dirait, ok, moi je prends un sèche-cheveux chez moi, je prends une balle de ping-pong et je fais léviter, quoi. Donc regardez bien ce que vous ne pourrez jamais faire avec un sèche-cheveux. Vous êtes prêts? Attention, je vais bouger l'aimant du dessus. Et ça, c'est plus du tout de la lévitation. Ça, c'est de la suspension. En fait, ce que je suis en train de faire là, c'est de tenir sans toucher. Je tiens sans toucher. Et ça, je ne connais pas d'autres expériences qui sachent faire ça. Vous savez, il y a des gens qui m'ont provoqué en coulisses en me disant « Oh, mais tu vas faire le truc, des lampes qui flottent et tout, et qui sont à la mode en ce moment. » Non, non, pour ceux qui ont des lampes qui flottent chez eux, vous savez que dès que vous y touchez, pouf, elles se cassent la figure, quoi. C'est une vraie galère à stabiliser. Moi, regardez, je mélange, je remue, je tire, je pousse, je fais bouger le bas, je fais tout ce que je veux, elle reste, elle est accrochée. Alors pourquoi elle est accrochée? Ça m'emmènerait vers tout un exposé. En fait, il y a des petites colonnes invisibles quantiques qui se sont piégées dans la pastille en dessous et qui maintiennent à distance de façon piégée ça. Ça fait que si j'enlève les mains et que je le ramène, il se souvient d'où il était et il reprend exactement la même position. Et ma seule manière d'arrêter ce phénomène, c'est de laisser la pièce se réchauffer, souffler un peu. Et au bout d'un moment, la fonction d'onde quantique géante disparaît à cause de la température et on a une céramique banale à nouveau. Donc j'ai fait de la lévitation d'origine quantique. Alors ça, c'est un phénomène qui est bien compris fin des années 50. C'est découvert en 1911, compris en 1957. Donc ça vous montre la complexité du problème. On comprend comment les électrons arrivent à se mettre ensemble. Alors la difficulté, c'était que des électrons, je ne vous ai pas dit, mais ce n'est pas du tout des bosons, c'est des fermions. Donc ça échappe à ce que ça devrait être. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils se mettaient par deux, en faisant une espèce de danse alternée comme ça, et en se mettant par deux, ça devenait des bosons. Et quand c'était des bosons, ils pouvaient tous ensemble faire une vague quantique géante. Donc tout le monde était très heureux, fin de l'histoire. Et puis la conclusion, c'est ça ne marchera jamais quand il fait chaud, et tout le monde s'arrête de bosser dessus, sauf deux Suisses allemands, Bednorz et Müller, qui dans un laboratoire de chez IBM à Zurich, un laboratoire de physique fondamentale soutenu par IBM, expérimentent des céramiques et découvrent soudain des céramiques qui marchent 10 fois mieux que tout ce qu'on connaissait jusque-là. On va appeler ça les nouveaux supraconducteurs, on va appeler ça des supraconducteurs à haute température. Donc haute température, pour nous, le record, c'est moins 120. Ça reste quand même assez froid, mais pour nous, physiciens, c'est incroyablement chaud parce que c'est 10 ou 20 fois plus chaud que ce qu'on savait faire avant dans les métaux. Donc ça a créé un engouement incroyable à l'époque, 1986, certains d'entre vous s'en rappellent peut-être, on appelait ça le Woodstock de la physique, parce que les gens campaient presque dehors quand il y avait des conférences de physique, hein, c'était à peu près ça. Et l'enjeu, c'était très vite, d'où vient la supraconductivité, 1, et 2, est-ce qu'on pourrait l'améliorer jusqu'à ne plus avoir besoin de la refroidir, parce que vous imaginez la révolution industrielle derrière. Alors la réponse, c'est on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, donc on ne sait toujours pas, 30 ans après, pourquoi ces matériaux sont supraconducteurs. J'ai moi-même passé 20 ans de ma vie à essayer de comprendre pourquoi ils étaient supraconducteurs. Voilà, j'y suis pas arrivé. C'est un domaine de recherche incroyablement actif. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce domaine, c'est que c'est une vraie catastrophe. Hein. On est des super physiciens, on est 1000, 10 000 à bosser sur ce sujet-là depuis 30 ans, on n'a toujours pas trouvé. Donc c'est quand même un aveu d'échec incroyable. Je prétends que c'est ça qui nous rend... Enfin, j'essaie de trouver un bon côté des choses. Et donc moi, je prétends que c'est cette espèce de puzzle qu'on n'arrive pas à résoudre qui nous a rendu hyper créatifs et a fait qu'on a créé tout un nouveau champ de recherche, qui est la physique de la matière corrélée. On a inventé des nouvelles façons de mesurer la matière, des nouvelles façons de la fabriquer en chimie, des nouvelles théories, des nouveaux systèmes de simulation numérique. On a fait exploser un champ de recherche parce que chacun voulait essayer de trouver. Et donc le fait d'avoir un truc dur qu'on n'arrive pas à résoudre a obligé tout le monde à se surpasser et à créer un champ qui depuis a eu plein d'applications dans plein d'autres domaines, en magnétisme, en électronique, en thermoélectricité, en cellules photovoltaïques. Mais en l'occurrence, le problème de départ, lui, on ne l'a toujours pas résolu. On ne sait pas, à l'heure actuelle, pourquoi cette pastille est supraconductrice. Il y a une vague géante, les électrons se mettent par deux, ça marche à basse température, on ne sait pas pourquoi les électrons se mettent par deux. C'est un des plus grands mystères de la physique moderne. On n'a pas besoin d'aller nécessairement à un accélérateur de particules incroyable ou avec Hubble dans l'espace pour voir des grands mystères. C'est un des plus grands mystères de la physique moderne et il tient sur le coin d'une table. Et puis il y a quelques mois, il y a eu encore une nouvelle découverte dont je n'aurais pas pu vous parler l'année dernière, donc vous avez bien fait de me faire venir cette année. 2 articles, un dans Nature, un dans Physical Review Letters, qui disent qu'ils ont découvert de la supraconductivité, alors vous voyez peut-être pas, mais l'article de droite, à 260 Kelvin, donc pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est moins 10 degrés Celsius. Donc là, on se dit, waouh, ça y est, l'hiver, on peut avoir des skis qui lévitent, on peut tout faire flotter chez soi en Sibérie. Ça y est, on est presque à température ambiante, on est clairement à température ambiante dans certains pays. Donc là, et en plus, c'est dans des matériaux, mais alors ridicules. À gauche, c'est le truc qui sent mauvais dans les œufs durs. C'est du H2S.
de l'hydrogène et du soufre. À droite, vous remplacez juste le soufre par du lantane. Voilà la courbe, elle ressemble à celle d'avant, hein. Alors, le seul petit détail dont je ne vous ai pas parlé, c'est en bas à droite, il y a écrit 188 gigapascales. Donc en fait, ce matériau-là est supraconducteur à moins 10 degrés, mais il faut appuyer dessus 2 millions de fois la pression de l'atmosphère. Donc au niveau application, ce n'est pas encore gagné. C'est passionnant du point de vue fondamental. Pourquoi? Comment on pense qu'on comprend pour le coup la supraconductivité dans ces matériaux-là. Il y a des physiciens qui ne désespèrent pas, hein, qui se disent « nous dites pas que ce n'est pas possible, on va quand même essayer ». Par exemple, on va essayer de le rendre supraconducteur et puis de le redescendre délicatement en pression, voir si par hasard il ne pourrait pas rester supraconducteur. Donc c'est un enjeu de recherche actuel, ça et les nouveaux supraconducteurs. Ce qu'il y a de remarquable, je trouve, dans cette supraconductivité, avant de vous parler d'application, c'est qu'il y a une onde quantique géante. Ça, c'est absolument incroyable, hein. Que ça permet de faire léviter les objets et de les tenir à distance et de créer des courants perpétuels, ce qui, moi, je trouve fascinant. Cette idée que, vous savez, en France, on aime bien avoir l'idée qu'il y a le théoricien génial qui va tout prévoir, puis après, on va aller vérifier en labo. C'est à peu près toujours l'inverse dans mon domaine à moi, hein, le domaine de la physique des solides quantiques. Et là, c'est un bon exemple, hein, découverte en 1911 du phénomène, et puis 40-50 ans, et les plus brillants physiciens, Einstein, Landau, Feynman, essayent de comprendre, n'y arrivent pas, et il faut attendre la fin des années 50 pour comprendre. Donc très souvent, l'expérience arrive avant la théorie. Et donc, vu que les dernières découvertes, notamment celle de 86, on ne les a toujours pas comprises, c'est encore un exemple, et ça fait que c'est un sujet de recherche très actif, bien au-delà de la supraconductivité. En fait, la physique des solides s'est vraiment réinventée ces 10-20 dernières années. Il y a découvert, par exemple, les électrons dans les oxydes. C'est un truc fascinant, les électrons dans les oxydes. Et puis enfin, il y a des applications, quand même, malgré les basses températures. Donc je vous en mentionne quelques-unes. Des câbles électriques. Si vous avez un câble électrique supraconducteur, il n'y a plus d'effet Joule, il n'y a plus d'échauffement, donc vous pouvez mettre 10 000 fois plus de courant que dans un câble normal. Le problème, c'est qu'il faut le refroidir. Alors, ils sont quand même amusés à le faire. Par exemple, ici, Nexans, pour alimenter une ville à Long Island, avec les câbles noirs là, qui sont faits en supraconducteur, refroidis en permanence avec de l'azote dans des tuyaux, et ça permet quand même d'enterrer sous terre des câbles avec à peu près la même courant électrique que des lignes à haute tension. Évidemment, ça reste coûteux. Autre application qui, pour l'instant, reste trop coûteuse, des bobines pour stocker l'énergie. C'est le stockage d'énergie idéal. Vous avez votre éolienne qui marche, vous envoyez le courant dans une bobine, puis quand elle s'arrête, vous refermez la bobine, le courant il reste jusqu'à la fin des temps. Vous revenez 200 ans après, vous récupérez votre courant. Bon, le problème, c'est qu'il faut maintenir la bobine dans l'hélium liquide en attendant. Donc, ce n'est pas rentable économiquement, parce qu'on est dans un pays chaud, voilà, enfin dans une terre chaude, malheureusement. Si on trouvait un jour des supraconducteurs qu'on n'ait plus besoin de refroidir, alors là, moi, je vous assure une révolution industrielle du point de vue de l'électricité. Notre révolution, ça peut aussi être si on est meilleur sur les façons de refroidir. Il y a eu d'énormes progrès ces dernières années pour refroidir moins cher, en gros. Donc on peut gagner d'un côté ou de l'autre. Une application qui, pour le coup, marche bien, c'est l'IRM. Dans tous les hôpitaux, les IRM utilisent des supraconducteurs. Quand vous rentrez dans une IRM, on a besoin de mettre un champ magnétique sur votre corps pour pouvoir faire de la physique quantique avec votre corps. L'IRM, c'est de la physique quantique. Et pour faire ça, si on prenait des bobines normales, elles fondraient parce qu'on veut mettre trop de courant dedans. Avec un supraconducteur, ça ne fond pas. Donc toutes les IRM au monde sont équipées de supraconducteurs. La prochaine fois que vous rentrez dans une IRM, il faut être ému. Vous rentrez dans une bobine de 10 000 tours de supraconducteur plongée dans de l'hélium liquide, à quelques degrés de zéro absolu, avec un courant perpétuel. Et en plus, c'est la physique quantique qui manipule les spins de votre corps. Donc c'est quand même waouh. Et bon, pour ceux qui sont inquiets, il se trouve que ça n'a absolument aucun effet sur le corps humain. Choisissez toujours une IRM plutôt que des rayons X, par exemple, si vous avez le choix. Ça, c'est un conseil personnel. Et puis, ça permet de faire ça sans vous découper en tranches, et ça, c'est quand même beau. J'aime bien l'IRM comme exemple quand les gens nous parlent d'applications, ils nous disent alors dans combien de temps et tout et tout. L'IRM, la découverte de départ, c'est Piotr Zeeman, 1898. D'accord ? Et il faut attendre à peu près 1980 pour avoir des premières IRM. D'accord ? Donc la science, ça prend du temps. Et si on avait dit à Zeeman, à la fin du 19e siècle, ça serait bien que tu nous trouves un truc pour faire de l'imagerie médicale, il n'aurait même pas compris les mots qu'on utilisait. Lui, il a juste fait un truc qui le faisait marrer pendant les vacances, qui était de regarder les niveaux atomiques des atomes en présence d'un champ magnétique. Vous voyez le truc. Donc il ne faut pas toujours trop demander à la recherche fondamentale en termes d'application à court terme. Et puis on en vient aux ordinateurs quantiques. Alors je ne suis pas un grand spécialiste des ordinateurs quantiques, je vais quand même vous expliquer comment ça marche, à quoi ça peut servir, à quoi ça ne peut pas servir, et lever peut-être un certain nombre de fantasmes sur cette question-là. Mais à partir de maintenant, tout ce que je dis n'engage que moi. Alors comment ça marche un ordinateur quantique? Alors déjà, un ordinateur classique, c'est des 0 et des 1, et vous les manipulez. Donc si vous avez un bit, par exemple, vous avez une information, c'est 0 ou 1. OK, jusque-là. Et maintenant, on va faire un bit quantique. Donc un bit quantique, vous faites la même chose, sauf que vous allez jouer un peu comme l'électron tout à l'heure qui passait à travers les deux fentes. Là, vous allez mettre à la fois du 0 et du 1. Vous pouvez mettre votre bit quantique dans deux états à la fois. Vous pouvez le mettre à la fois en 0 et en 1. Et c'est encore mieux que ça, vous pouvez choisir combien. Tiens, j'aimerais 10% de 0, 90% de 1, ou 50-50. Donc vous écrivez une fonction d'onde, si vous voulez faire savant,
avec des coefficients. Et ça veut dire que cet objet-là, clairement, il y a deux informations maintenant, C1 et C2. Et je peux stocker de l'information dans ces deux nombres. Je continue, 2 bits quantiques. Alors 2 bits normaux, ça serait 2 informations, puis vous pouvez les écrire de cette manière-là. 2 bits quantiques, c'est 4 informations. 3 bits, c'est 3 informations. 3 bits quantiques, c'est 8 informations. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Si on extrapole, n bits quantiques, c'est 2 puissance n informations, donc c'est beaucoup. Pour vous donner un ordre de grandeur, 70 bits quantiques, c'est 2 puissance 70 informations, c'est toute l'information contenue sur Terre, digitale de toute forme. C'est un zétabit. J'ai appris le mot zétabit que je ne connaissais pas pour cet exposé. Donc là arrivent les fantasmes. On se dit, waouh, si on est capable, dans un calcul quantique, de manipuler 70 bits quantiques ensemble, on est les rois du monde, quoi. On manipule toute l'information sur Terre. Alors, calmons-nous. Je vais vous dire ce que ça permet pas, et les problèmes. Alors déjà, rêvons un peu. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de résoudre bien plus vite certains algorithmes. Ça ne permet pas de tout résoudre plus vite. Tous vos ordinateurs ne vont pas se transformer en ordinateur quantique demain. Si on arrive à avoir un bon ordinateur quantique, ça va permettre notamment de résoudre en général les algorithmes qui croissent exponentiellement, puisque ça aussi, ça croît exponentiellement. Donc par exemple, trier dans une liste, factoriser en nombre premier, là l'ordinateur quantique peut marcher. On l'a prouvé, et on l'a prouvé aussi expérimentalement. Donc si vous voulez trier dans une liste ou factoriser en nombre premier, ce qui a l'air d'être un truc qui intéresse beaucoup les informaticiens, je ne le connais pas moi, l'ordinateur quantique sera toujours plus rapide qu'un ordinateur classique et beaucoup plus rapide. D'accord ? Par contre, ça ne va pas permettre de tout faire, de faire Windows, de faire machin, etc., etc. Mais ça a une autre utilité qui, moi, je trouve est bien plus intéressante, fascinante, et sur laquelle je parierai un petit peu plus, parce que ça, je ne sais pas si ça va être si intéressant, mais là, après, il faut qu'il y ait des gens de l'informatique quantique qui me disent. L'autre utilité, c'est faire des simulations quantiques. Alors là, c'est vraiment un truc de physicien, c'est on a fabriqué un outil, on va s'en servir nous-mêmes, on ne va pas vous le laisser. Et on va l'utiliser pour calculer quantique. Exactement pour les mêmes raisons que je vous ai mentionnées avant, on ne sait pas calculer un objet quantique dès qu'il y a trop d'atomes. On doit faire des approximations pas possibles. On ne sait pas le calculer de façon exacte parce que dès qu'on met 2, 3, 4 atomes, ça croît exponentiellement. Vous multipliez par 2 le temps de calcul chaque fois que vous rajoutez un atome. Donc c'est vite dramatique. Avec un ordinateur quantique, c'est bien foutu, quoi. Il est quantique lui-même, donc il va calculer ce que vous lui demandez par essence même, puisqu'il est lui-même quantique. Donc si vous le programmez bien, vous pouvez lui faire du calcul quantique. Vous allez me dire, mais ok, alors physicien, vous faites plaisir avec votre calcul quantique. Je vais vous montrer un exemple. C'est un exemple qui est souvent ressorti par les gens de l'informatique quantique pour dire où est-ce qu'on va gagner les 10 premiers milliards avec les ordinateurs quantiques. Donc on dit toujours, on va casser les codes, on va machin. Non. C'est ça. Donc le procédé Haber-Bosch, dont je ne suis pas spécialiste, c'est ce qui sert à produire des engrais, à produire des engrais à base d'ammoniac. D'accord ? Les engrais azotés. Ça marche très bien. Le seul problème, regardez, c'est la citerne à gauche à 500 degrés. Pour catalyser la réaction chimique, il faut chauffer à 500 degrés. Bon, c'est pas dramatique. Ça coûte 2% de l'énergie mondiale actuellement. 2% de l'énergie mondiale est consacrée à faire marcher cette usine pour fabriquer des engrais pour la Terre entière. Et ça ne va pas aller en s'améliorant, vu la démographie à venir. On va avoir besoin d'engrais pour intensifier les cultures, pour nourrir la planète. Si on arrivait à faire la même usine sans chauffer à 500 degrés, on gagne tout de suite, 2% sur le bilan en CO2 et sur la facture énergétique mondiale. Ce serait quand même vraiment appréciable. Et bien, vous mettez ça dans un ordinateur quantique. Vous demandez à l'ordinateur quantique de vous simuler des réactions chimiques à base de NH3 pour trouver le bon catalyseur, pour ne plus avoir besoin de le chauffer. On sait que dans la nature, il y a des matériaux qui arrivent à le faire, mais nous, on ne sait pas le faire en usine. Donc vous demandez à l'ordinateur quantique de calculer pour vous, avec différentes configurations, différents types de catalyseurs, de molécules, laquelle marcherait. Actuellement, on ne sait pas le faire. C'est un boulot incroyable de chimiste, et on ne sait pas le simuler. On ne sait pas prédire, en gros, ni en chimie, ni en physique des solides. Moi, si vous me dites, qu'est-ce qui se passe quand je mets un cuivre, un oxygène, un lantane, je dis, on va aller le faire en labo et on va mesurer. D'accord ? Si on était capable de prédire, pareil, je pourrais demander, fabriquez-moi un supraconducteur qui marche mieux, je vous mets tous les atomes de la classification périodique, quelques règles de chimie, puis testez, et dites-moi celui qui va marcher. Actuellement, on ne sait pas le faire, donc il faut aller en laboratoire. Donc à mon avis, l'ordinateur quantique, il servira vraiment à faire ça. Alors les défis, je vous les fais vite. 1, il faut arriver à fabriquer vos 0 et vos 1 quantiques. 2, il faut tous les superposer ensemble. Moi, j'ai juste fait machin, plus machin, plus machin, c'est super compliqué. 3, il faut les garder en vie longtemps. Le premier truc qu'ils vont vouloir faire, c'est s'arrêter. Vous vous souvenez, vous les faites interagir avec plein d'autres objets, donc ils veulent s'arrêter d'être quantiques. On appelle ça le temps de cohérence. Donc vous avez très peu de temps pour faire votre calcul. Et puis le calcul, il faut arriver à lire l'information à la fin, alors que vous allez mesurer et que ça va se réduire. Donc tout ça, ça veut dire que savoir écrire un programme, ça ne va pas être aussi simple que... ça va être différent des programmes dont on a l'habitude. Il y a déjà des gens qui commencent à réfléchir à ce que c'est que l'informatique quantique. Moi, je m'intéresse qu'à la première question, fabriquer des bits quantiques, et pour ça, je vous dis supraconductivité. Vous avez une onde quantique géante, c'est le cas idéal. Donc voilà, par exemple, un exemple de qubits quantiques, 4 qubits quantiques, dans des transmons, on appelle ça. Donc c'est des sortes de petites îles supraconductrices où il y a la petite vague, et auxquelles on va pouvoir parler avec des ondes radio.
Et on va pouvoir la mettre dans 2 états à la fois, les superposer entre elles. Alors les supraconductivités, on les retrouve, et ces transmis, on les retrouve dans cet ordinateur-là, chez IBM, IBMQ. Donc c'est pas du tout un ordinateur, hein, c'est le machin devant, hein, c'est pas les trucs derrière. Donc c'est un truc en fait qu'on plonge dans l'hélium liquide pour que ça marche. D'accord ? En fait, c'est une expérience de laboratoire. Et l'onde supraconductrice, elle présente plein d'intérêts par rapport à d'autres solutions. Il y a plein d'autres solutions pour les ordinateurs quantiques. Moi, ce que j'aime bien dans la supraconductivité, c'est qu'elle est assez protégée, elle va tenir longtemps. On peut la manipuler électriquement, ce qui est quand même pas mal pour un ordinateur. Elle est facile à dupliquer sur une puce en plein d'exemplaires. D'accord ? C'est vraiment de l'électronique de microprocesseur, on va dire. Et puis, elle tient le coup longtemps. Alors, 10 microsecondes, ça vous semble pas long. Croyez-moi, c'est très, très long à l'échelle des ordinateurs quantiques. Et c'est pour ça qu'IBM a fait ce pari-là. Mais Microsoft, par exemple, a fait un autre pari qui est celui d'utiliser la topologie et qui sera peut-être le pari gagnant. Donc il y a plein actuellement d'industries et de labos qui testent plein de solutions pour superposer des 0 et des 1 quantiques. Et puis je finis avec la dernière idée qui peut venir naturellement, c'est si on a réussi à faire léviter, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir pour se transporter? Donc je vous montre en direct ce que ça peut faire. Je vous avais promis d'autres expériences vers la fin, là maintenant vous êtes vraiment coincés. Donc si je peux avoir le retour de la... Ah bah super. Donc là je vous présente mon rail. Voilà. C'est des aimants. Je vous présente mon train. C'est un supraconducteur et puis un gobelet. Ma cale, que j'ai choisie en jaune fluo. Et je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure à l'envers. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais la pastille, l'aimant, et je fais ça, là. L'aimant, la pastille. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait un truc astucieux. Souvenez-vous de la fois dernière, ce qu'on avait vu, c'était que quand je bougeais la pastille noire, elle emmenait l'aimant avec elle. D'accord? Ça veut dire, en termes plus savants, que le supraconducteur ne veut pas changer de champ magnétique une fois qu'on lui en a mis un, puisqu'il préfère emmener l'aimant avec lui plutôt que de le laisser tomber. Donc je vais me servir de ça pour faire un train. L'astuce, c'est quoi? C'est de ne pas changer le champ magnétique le long des rails. Si le long de mon rail, j'ai toujours le même champ magnétique, le supra, il ne voit pas la différence, il se balade en lévitation, donc j'ai plus les frottements. Et puis j'ai inventé la gare aussi, parce qu'au bout, il n'y a plus d'aimant, donc plus de champ magnétique, donc le supra dit « Ah non, non, on me change mon champ magnétique, je reviens ». Et donc ça rebondit. Ouais, ça rebondit au niveau de la gare, ça c'est pas génial, mais... Et donc, bon, vous l'avez deviné, ça lévite comme tout à l'heure. On voit absolument... Ah si, on le voit léviter là, vous le voyez vous? Ouais, comme d'hab. Sauf que maintenant, je peux faire circuler le long des rails. Vous avez vu la gare? Il n'y a pas de butée au bout, c'est juste que les aimants s'arrêtent. Alors attention, il faut que je m'arrête quand il n'y a plus d'azote. Puis ce qu'il y a de bien évidemment avec ce train, c'est que je peux le faire à l'endroit comme à l'envers. Comme tout à l'heure, ça tient dans les deux sens tant qu'il y a de l'azote. Attention, tant qu'il y a de l'azote. Alors, on peut faire un autre truc encore plus incroyable. Enfin non, pas du tout plus incroyable, mais que moi je trouve encore plus rigolo. C'est le hula hoop supraconducteur. Hula hoop supraconducteur. Donc avant, on faisait un grand, on mettait la tête dedans, mais un jour, on a pété un peu le nez d'un journaliste, donc maintenant, on ne le fait plus. Vous comprenez le truc? J'ai créé un rail qui se referme sur lui-même, mais le champ magnétique ne change pas le long du rail. Donc, normalement, hula hoop supraconducteur, je peux tenir. Évidemment, ce n'est pas parce qu'il va vite qu'il tient. Je peux ralentir ou le mettre comme ça. Il va tenir. Je peux essayer même de le stabiliser. Non, je ne suis pas assez fort pour ça. Évidemment, il faut que je m'arrête quand il n'y a plus d'azote, parce que là, la fête foraine va s'arrêter un peu brutalement. Donc, on peut imaginer... Alors, on s'est amusé, les collègues de Paris... Oh là, vous entendez le bruit là? Il est en train de toucher les rails parce qu'il s'est réchauffé. Les collègues de Paris 7, par exemple, se sont amusés avec nous à fabriquer la même chose pour faire un surf supraconducteur sur 10 mètres de long. On a fait flotter 25 000 personnes sur le surf et on leur a donné à la fin leur diplôme officiel de lévitation quantique. Donc je ne sais pas si certains parmi vous ont eu ce diplôme officiel de lévitation, mais voilà, de temps en temps, on le ressort, le surf supraconducteur, avec les collègues de Paris 7. Une galère, ça, si vous voulez l'implanter comme vrai truc de transport, vous imaginez l'azote liquide, tous les problèmes de sécurité, le rail, puis tous les gens, leurs trucs magnétiques vont se coller au rail. Il ne faut surtout pas faire un transport avec ça. Le seul truc que vous gagnez, c'est le frottement. On peut garder quand même l'idée et se dire qu'est-ce qui se passerait si on faisait flotter des trains. En fait, c'est un vieux truc, faire flotter les trains. Par exemple, il y a l'aérotrain de Bertin. On voit encore les vestiges du rail le long de l'autoroute quand on va vers Orléans, qui marchait très bien avec des systèmes aérodynamiques, pareil, pour faire flotter le train pour qu'il ne touche pas les rails. Donc ce truc que Elon Musk, avec son Hyperloop, essaye de vendre comme un truc hyper moderne, hyper incroyable, c'est juste un train en gros qui ne frotte pas et puis on fait le vide autour pour que ça ne frotte pas non plus à l'air. C'est un vieux rêve qui s'est reproduit plein de fois et à chaque fois, ça a été un échec financier incroyable. Les prototypes marchent toujours très bien, mais après, c'est trop cher et trop galère à construire. Donc, je vous montre un exemple de prototype qui est mon préféré, c'est un qui utilise des supraconducteurs. Alors, pas exactement comme moi. Là, c'est plutôt, on met plein d'IRM dans le train, en gros. Ça crée un champ magnétique. Dans le rail, il y a une contre-réaction avec des bobines et ça fait flotter le train. Et regardez bien le résultat. On est à Yamanashi, au Japon. Si je peux avoir le retour. Ouais, vidéo, merci. Le voilà, belle forme aérodynamique. Donc là, si vous aviez le son, vous entendriez... Mais ce qui compte, c'est la vitesse. Donc là, il y a des gens dedans, il est en cours de test, on est au Japon, on est en 2015, et regardez bien la vitesse qui va s'afficher à l'écran. Bon, là, 165, ah ouais. Et oui, là, on a le record du monde de train le plus rapide au monde, à 600 km/h.
grâce à la supraconductivité. Et ça n'est qu'une ligne prototype sur 30 km qui existe depuis 20 ans. C'est trop cher. Le TGV, il est déjà à 400 km/h. Ça ne sert à rien de faire ce machin-là. Et en plus, les difficultés technologiques, les difficultés de frein, les difficultés du fait que quand ça va plus vite, la distance de freinage est plus grande et donc vous pouvez mettre moins de trains, moins souvent, etc., font qu'à mon avis, et de tout ce que j'ai vu de l'histoire industrielle de ces trains-là, le bénéfice par rapport au coût, il ne vaut pas le coup. Mais par contre, c'est trop classe. Voilà. C'est une fusée horizontale. Il y a des gens qui inventent toujours, je ne sais pas, ça fascine les transports. Donc il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une voiture qu'on fasse léviter et tout ?» Bon, ça s'appelle un avion. Hein. Donc voilà. Et je vais finir sur ce qui, moi, à mon avis, pourrait être des pistes plus intéressantes. Une piste en particulier, c'est d'imaginer qu'on n'ait plus besoin de refroidir les supraconducteurs. Ce n'est pas des trains qu'on fera à ce moment-là. Je vous ai déjà dit que ça ne valait pas le coup et ce n'est pas le froid qui est le problème. Par contre, si on n'a plus besoin de les refroidir, et je vous ai bien dit qu'on ne savait pas si ça serait le cas ou pas bientôt, mais si on n'a plus besoin de les refroidir, là, on peut s'imaginer des choses incroyables. Et alors là, moi, je ne sais pas du tout imaginer des choses comme ça, donc j'ai été travailler avec une école de design sur cette question-là. Et après, on a continué de travailler. Après, on a travaillé sur la quantique, sur les microscopes, sur l'invisible, et on a fait toute une longue collaboration. J'ai découvert le travail avec les designers. Mais ça avait commencé avec la Supra. J'avais amené plein de Supra. Et on leur avait dit, imaginez des trucs du futur, mais faites toujours un prototype pour le tester. Donc vous pourrez aller sur le web pour voir les petites vidéos qui montrent les prototypes qui marchent. Et je vous montre le résultat futuriste. Chez vous, vous balancez le vélo le soir. Vous avez planqué un aimant dans la selle et il s'accroche au plafond dans lequel il y a des supraconducteurs. Puis votre plat à four, il ne vous brûle plus parce que vous avez mis des aimants dans les poignées, un supra dans le plat. Puis évidemment, vu que vous avez mis un supra dans le plat, ça flotte sur la table. Donc vous ne cramez plus votre table. Donc vous voyez des choses finalement pas complètement incroyables, mais qui peuvent être vraiment utiles dans la vie de tous les jours. Une ligne de sport du futur pour ne plus avoir d'ampoule. Vous n'enlevez pas votre poids, mais votre semelle ne frotte plus, puisque vous êtes exactement comme mon train de tout à l'heure. Le sac à dos, pareil, il ne frotte plus sur vos épaules, il pèse toujours. Et puis ma préférée, c'est imaginer les bijoux du futur. Donc 2 solutions de bijoux. Première solution, vous mettez de la poudre Supra dans de la crème et vous la mettez le matin sur vos doigts là où il faut. Et puis, vous mettez un petit aimant planqué dans votre diamant. Et si vous faites ça, évidemment, il va flotter toute la journée et rester accroché. Et avec ça, on peut réimaginer la façon de porter les bijoux. Et c'est là où les designers sont forts, c'est qu'ils vont aller au-delà. Ils vont se dire qu'est-ce que ça veut dire en termes d'hygiène du corps, en termes d'ombre portée, en termes de taille, etc., etc. Et puis on peut imaginer l'inverse, ça c'est bien plus rigolo. Au lieu de mettre une crème supraconductrice, vous mettez une crème magnétique. Donc vous faites le petit train en fait. Et là, je vous laisse deviner ce qui va se passer. Voilà le supraconducteur. Alors, il ne faut pas embrasser d'autres gens qui ont les mêmes bijoux, parce qu'il va se passer des trucs, quoi. Pour conclure, je vous ai parlé de physique quantique, je vous ai parlé de supraconductivité, je vous ai parlé de fondamentales, d'applications. Ce que j'aimerais avoir réussi à dire dans cet exposé, et ce que j'aimerais vous avoir convaincu, c'est le fait que la physique quantique, à mon avis, ça a vraiment du sens de la comprendre, à la fois pour comprendre vraiment le monde qui nous entoure. Qu'est-ce que ça veut dire la solidité? Moi, je trouve que c'est quand même une belle question, par exemple. Et puis, un vrai enjeu en termes d'application et de technologie. Ce n'est pas nécessairement celle qu'on nous vend, le chat de Schrödinger, la cryptographie et tout. Ça peut être d'autres applications bien plus pragmatiques, les cellules photovoltaïques, les systèmes thermoélectriques, mais qui toutes vont se reposer sur la physique quantique. Et donc je pense que ça a du sens à la fois pour les gens du côté de l'innovation, du côté du management, du côté de l'entreprise, du côté des gens qui se posent des questions sur le futur, et aussi du côté des citoyens, de savoir un peu comment fonctionne la physique quantique, et ce qu'on peut lui faire dire et ce qu'on ne peut pas lui faire dire. Et si je prends un peu de recul, c'est pour ça, nous, qu'on a monté notre équipe, c'est qu'il y a un vrai enjeu de vulgarisation et d'enseignement. Et ça, ce n'est pas propre à la physique quantique, c'est propre en fait à peu près à tous les champs de la physique. Donc là, c'est le physicien, c'est voilà, en bleu, avec un atome sur la tête. Et nous, ce qu'on fait pour ça, vu qu'on s'est rendu compte qu'on était assez mauvais tout seul, c'est de bosser avec des créateurs, de bosser avec des designers, de bosser avec des vidéastes, de bosser avec des Fab Labs, de bosser avec des étudiants. Et toute une ribambelle de gens. On s'est fait un réseau maintenant avec qui on travaille pour essayer de réinventer les codes de la vulgarisation et inventer des nouveaux outils de vulgarisation. Je ne vous ai pas forcément montré ce soir, mais que vous pourrez aller voir sur Internet. Et on a fait ça dans un peu tous les champs de la physique maintenant. Et on continue à explorer plein de façons, par exemple de renouveler la conférence grand public, de renouveler les codes de représentation, de renouveler la façon de montrer une courbe, la façon de montrer un article, etc., etc. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu. On développe ça maintenant aussi du côté de l'enseignement. Par exemple, on a créé des tas de nouveaux enseignements avec nos étudiants pour essayer de ramener de la créativité en physique, en enseignement, ce qui n'est pas le cas. Donc on les plonge dans des fictions où ils doivent sauver des vaisseaux spatiaux, on leur file des smartphones et on leur dit de trouver toutes les façons de mesurer la hauteur d'un bâtiment, on ramène des Legos, on ramène le monde du Fab Lab en fait dans les TP de physique pour essayer de les décoincer et en faire des scientifiques créatifs du futur. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu en parallèle du côté à la fois de la vulgarisation et de l'enseignement pour essayer de rendre cette science et cette physique, en particulier la physique fondamentale, abordable pour le grand public. Je vous remercie.